Voilà, ça enregistre. Alors, je disais donc, pour tout le monde, en fait, là, on va faire les activités du livre, on va finir les activités sur, on va finir le chapitre sur comment est-ce qu'on numérise un son. Alors, c'est quoi ta question? Les cours en sciences terminales seront presque comme ceux cette année, en plus poussé? Non, ce sera dans le même style. C'est juste un tout chouïa plus poussé, mais ça reste dans le même acabit, il n'y a rien de bien nouveau. D'accord? Donc, pas de panique, ça sera dans le même style. Donc, je disais, oui, on va finir, on va essayer de comprendre aujourd'hui comment est-ce qu'on numérise un son. D'accord? Donc pour numériser un son, en fait, on va faire ce qu'on appelle une conversion analogique numérique. Alors déjà, il faut être clair sur ce que c'est. Attendez 2 secondes, je vais engueuler mon fils et j'en ai pour 2 secondes. On reprend. Alors je disais, oui, donc on va faire une conversion analogique numérique. Alors déjà, un son, concrètement, un son. Alors là, c'est là que je veux partager l'écran. Tac, voilà. Je vous partage mon écran. Qu'est-ce que c'est qu'un son? Un son, en fait, c'est... il est où mon paint? Il est là. C'est une vibration de l'air, d'accord? Donc en fait, c'est une compression, une dilatation de l'air. Donc finalement, si on regarde la pression, elle va augmenter, diminuer, augmenter, diminuer, etc. Ça fait un son, comme ça, d'accord? Ça, c'est analogique, parce que si je zoome là-dessus, il y aura toujours moyen de zoomer plus grand, plus près, pour avoir un point de plus en plus précis. C'est-à-dire qu'il y a toujours, si vous voulez, vous pouvez zoomer à l'infini, il y aura toujours un point entre celui-là et celui-là. Bon, là, on est limité par les pixels de mon écran, puis les pixels du zoom. Mais globalement, il y a toujours une valeur infinie. C'est comme si je vous dis la différence entre 1 et 2. Vous allez me dire, bah oui, c'est pas, entre 1 et 2, il y a 1. Bah non, il n'y a pas que 1. Il y a une infinité de valeurs possibles. Il y a toutes les valeurs possibles. Je sais pas comment zoomer rien là-dessus. Voilà. Il y a une infinité de valeurs possibles, parce qu'entre 1 et 2, vous avez 1,1, 1,02, 1,03, 1,004, et on peut trouver comme ça des valeurs jusqu'à la fin des temps. D'accord? On peut trouver des valeurs plus petites entre 1,00001 et 1,00002. Il y a encore une infinité de valeurs. Donc c'est ce qu'on appelle de l'analogique. Alors, le truc qui va se passer, c'est que la pression, c'est quelque chose d'analogique. D'accord? C'est analogique. C'est-à-dire qu'il y a toutes les valeurs possibles. Cette pression analogique, elle va toucher votre micro. Quand je vais parler, là, par exemple, ça fait vibrer mon micro. Mon micro, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transformer ce signal ici de pression de l'air en signal électrique. Exactement le même dessin. Bon, je ne vais pas réussir à faire le même dessin, mais normalement, il transforme le même signal en signal électrique, en tension, volt, quoi. D'accord? Alors, comment il fait ça? En fait, c'est bon pour ceux qui s'intéresseraient. Le micro, c'est en fait une paroi comme ça, avec ici un petit aimant. Autour, on met une bobine électrique. Et en fait, lorsque l'aimant va bouger là-dedans, il va faire créer un champ magnétique, pardon, et ce champ magnétique, en fait, il va créer un courant dans la bobine. Et c'est ce courant-là qu'on récupère, cette tension-là qu'on récupère, et c'est comme ça qu'on enregistre un son avec un micro. Et il faut savoir qu'un haut-parleur, c'est la même chose. On envoie du courant dans la bobine, ça crée un champ magnétique et ça fait bouger ici l'aimant. Donc finalement, un micro et un haut-parleur, c'est la même chose, sauf qu'il y en a un qui est plus ou moins fait pour enregistrer et l'autre est plus ou moins fait pour diffuser le son, mais en soi, mécaniquement, c'est un peu la même chose. Et si vous voulez pas me croire, bah, vous prenez votre petit micro, vos écouteurs classiques, vous les branchez sur votre micro de votre ordinateur et vous enregistrez, vous allez voir que ça enregistre. Ça enregistre pas trop mal même. On peut même se servir comme un micro si on n'a pas de micro sous le coude. Donc les écouteurs comme micro, ça marche aussi. Moi, quand j'étais à la fac, on fait des soirées karaoké avec des micros comme ça, en branchant les, comment ça s'appelle, les écouteurs. Alors, donc je disais, si tu veux, Léo, oui. Alors, donc, là, de conversion analogique numérique. Donc là, pour le moment, on en est où? On a un signal analogique. Donc on a un signal, alors on va simplifier, on a un signal comme ça analogique qui peut prendre une infinité de valeurs. Le problème, c'est que l'ordinateur, lui, il va falloir qu'il transforme ça en chiffres. Et transformer ce truc-là en chiffres, c'est pas possible directement, parce qu'on a une infinité de valeurs. On peut pas enregistrer une infinité de possibilités de trucs. On est obligé de regarder en fait quelles sont les valeurs. Donc on va déjà commencer par prendre ce truc et le découper en petits morceaux horizontaux. Enfin, plutôt, on va faire un découpage horizontal. On va voir, en fait, ce découpage, on va regarder quelle est la valeur de ces points au cours du temps. Donc je vais regarder ici la valeur au cours de chaque point. Donc en fait, le seul point que je vais enregistrer avec mon ordinateur, c'est celui-là, celui-là
celui-là, celui-là, celui-là. À chaque fois qu'il y a un point ici, hop, je prends une valeur de point. C'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. Donc là, je vais prendre différentes valeurs et donc au cours du temps, on va voir qu'on va obtenir ça. Donc concrètement, l'ordinateur, lui, ne va enregistrer que la valeur des points rouges. Il n'enregistre plus la valeur des points bleus. Il ne peut pas enregistrer les valeurs des points bleus parce qu'il y a une infinité de possibilités, une infinité de valeurs. Donc il ne peut pas enregistrer une infinité de valeurs. Donc il va le faire tous les temps de temps, qu'on appelle l'échantillonnage. Et donc à la fin, il a un truc comme ça. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage, mais il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que ici, il ne peut pas prendre non plus une infinité de tensions. Là, il ne peut pas prendre une infinité de temps, comme il ne peut pas prendre une infinité de tensions. Donc il va aussi faire ce qu'on appelle un échantillonnage vertical, qu'on appelle plutôt une quantification. Et donc il va dire en fait les seules valeurs qu'on peut prendre, c'est soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là ou soit celle-là. Donc il y a un nombre de valeurs précises et ça c'est un réglage qu'on fait quand on enregistre le son. Alors comme là c'est très moche, je vous ai trouvé une petite animation qui est plus jolie que ça pour vous faire comprendre le truc. Donc imaginons que là on ait notre signal en rouge, le signal qu'on va enregistrer. Je peux jouer sur l'échantillonnage, c'est-à-dire que je peux augmenter la fréquence à laquelle je prends une valeur ou la diminuer. Et on voit que le signal, donc c'est le truc noir là, il ressemble pas du tout à ma courbe lorsque je prends une période très grande. C'est-à-dire que je prends un point toute une durée assez grande par rapport au son. Par contre, si je veux avoir un truc qui ressemble, il faut que je commence à échantillonner petit, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'échantillons. Et là, on voit que, bon, c'est pas trop mal, hein, mais ça commence à ressembler. On voit que ça ressemble un peu à ma courbe. D'accord? Et on voit aussi, alors la quantification, par contre, c'est le nombre de points le nombre de valeurs que ça prend. C'est-à-dire que la tension, par exemple, le point qui est là, ici, là, il est pile entre les deux. Donc là, il va falloir que le logiciel il décide entre celui-là ou celui-là. Donc il va choisir en bas. Et on voit que finalement, si je prends l'exemple, si je suis ma courbe, ma courbe, par exemple, quand elle vaut 2,77 volts, elle vaut que 2,14 en numérique. Ici, elle repasse à 2,86. Donc là, on voit qu'on est 2,14, 2,86. On voit que les valeurs, elles sont pas trop éloignées, mais elles sont pas très proches. Alors, une façon pour améliorer ce truc-là, pour avoir un son numérisé qui ressemble au son analogique, c'est d'augmenter la quantification, c'est-à-dire augmenter le nombre de possibilités. Et là, on voit qu'on commence déjà à ressembler de plus en plus. D'accord? Donc, je vous rappelle, le numérique, c'est ce qui est enregistré en bleu là. Et donc, on voit qu'on arrive sur un truc plus précis. Et encore une fois, je peux augmenter 5 bits par exemple. Ici, je suis encore plus près de la courbe. Donc le meilleur, là par exemple, c'est le mieux qu'on peut faire sur cette truc-là. J'ai échantillonné un maximum de fois, c'est-à-dire que j'ai pris un maximum de points en une seconde, et je lui dis que la valeur de la tension peut prendre un maximum de valeurs. Alors quand je dis un maximum, hein, c'est pas infini, encore une fois, ça dépend de la quantification. Donc là, par exemple, je quantifie en 5 bits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quantifier en 5 bits? En fait, quand on compte en informatique, on va compter en octets, mais en fait, en réalité, un octet, c'est 8 bits. Alors, qu'est-ce que c'est un bit? C'est 0 ou 1. Bon, tous les petits jeux de mots rigolos, hein, je vous les laisse faire à la maison. Donc là, c'est un 0 ou un 1. Ça, c'est un bit. D'accord? Par exemple, si j'écris le chiffre 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, ce truc-là, c'est un octet parce qu'il est composé de... Bon, je vais y arriver, un octet parce qu'il est composé de 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez me dire, ouais, mais comment est-ce qu'on passe de ce truc-là à un chiffre courant? Bah, par exemple, ici, si je code sur 8 bits, donc un octet, on va voir la valeur maximum. Alors, la valeur maximum que ça peut prendre, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 1. Alors là, c'est un peu des maths, ce qu'on appelle du binaire. En fait, on va compter, ça, c'est le nombre, c'est est-ce que j'ai 2 puissance 0, 2 puissance 1, etc. Donc, globalement, ça veut dire que j'ai ici, ce truc-là, ça veut dire que j'ai une fois 2 puissance 0. Donc, ça vaut 1. Plus une fois 2 puissance 1. Donc 2 puissance 1, c'est 2. Une fois 2 puissance 2, vous avez compris, ça fait 4. 2 puissance 3, ça fait 8. 2 puissance 4, ça fait donc 8 fois 2, 16. Plus 32, plus 64, plus 128. Et si vous faites la somme de tout ça, le chiffre le plus grand qu'on peut écrire dans un octet, ça vaut 255. Et en réalité, on va dire que dans un octet, on peut coder 256 valeurs.
Pourquoi 256 et pas 255? Parce qu'il y a le 0. Le 0, c'est aussi une valeur. D'accord? Et ça vaut donc 256 possibilités. Donc quand vous codez à 8 bits, vous avez 256 possibilités. Alors là, on va revenir à notre exemple. Là, dans la petite activité que je vous ai trouvé, là, le petit truc, on code en 5 bits. Alors 5 bits, on va regarder ce que ça donne. Donc 5 bits, ça veut dire qu'on va coder 1. Alors on va prendre ici 1, 1, 1, 1, 1. Donc ici, je peux avoir donc 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16. Donc ça fait un total de, alors il faudrait faire le calcul, 20, 28, 30, 31 possibilités. 31 plus 0, ça fait 32 niveaux. Et maintenant, on peut regarder sur le graphique, sur l'activité, on peut compter si vous voulez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et puis 32 avec le 0 en dessous. Donc ça fait bien 32 possibilités différentes. Si je code en 3 bits, forcément 3 bits, ça fait du 1 plus 2 plus 4. Si on remplace le 1 par des 0, c'est-à-dire qu'on ne le compte pas, par exemple. Imaginons que je fasse le chiffre 1, 0, 1. Si je code sur 3 bits, ce chiffre-là, il vaut combien? Il vaut 1, ça veut dire 1 fois 2 puissance 0, c'est-à-dire 1. 0 fois 2 puissance, donc ça fait 0. Plus 1 de puissance 2, 4. Donc là, ça vaut 5. D'accord? Donc en fait, si vous avez 0, vous comptez pas la puissance. Là, par exemple, c'était 2 puissance 1 et là 2 puissance 2. Donc 0 fois 1 fois 2 puissance 0. Vous additionnez tout ça. Donc globalement, qu'est-ce qu'il fait l'ordinateur? Théoriquement, si on prend par exemple, je reprends toujours pareil l'exemple, alors je vais vous mettre l'exemple là. Imaginons qu'on prenne l'exemple de la première valeur là. Lui, il prend la valeur tout en haut. C'est l'ordinateur qui décide. Par exemple, je prends un exemple. La formule analogique, c'est 4,56. C'est la valeur analogique. Un voltmètre. Sauf que l'ordinateur, lui, il veut pas enregistrer 4,56 parce que c'est un chiffre qu'il peut pas comprendre. Lui, il veut enregistrer soit 4,29, soit 5. Les valeurs les plus proches. Donc 5 tout en haut, 4,29 pour celle-là. Comment il a obtenu 4,29 l'ordinateur? Il a tout simplement fait 5 divisé par les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilités. Et donc, du coup, il arrive au 4,29. Et du coup, l'ordinateur, il va dire 4,29. Ce que 4,29 volts, l'ordinateur, il comprend pas, lui. Il veut combiner ce truc-là. Cette valeur-là, lui, il veut la transformer en chiffre. Et donc, il va dire, OK, pour lui, 5 volts, c'est le maximum, donc c'est 1, 1, 1. C'est-à-dire la valeur la plus grande qu'on peut prendre sur 3 bits. Et il va dire, donc là, c'est la valeur juste en dessous de 1, 1, 1, c'est-à-dire 1, 1, 0. 1, 1, 0, pour rappel, ça vaut 0 fois 2, 0 fois 1, donc 0, plus 1 fois 2, plus 1 fois 4, ça fait 6 en numérique. Mais en binaire, ça vaut 1, 1, 0. Ensuite, on continue à avancer. Tac, tac, tac. Là, l'ordinateur, il dit OK, 4,03, il prend la valeur juste en dessous, c'est-à-dire 3,57. Il descend en dessous. Et donc, 3,57, pour lui, en binaire, c'est écrit 1, 0, 1. Pourquoi 1, 0, 1? Parce que 1, 0, 1, c'est 1 puissance. Alors, 1 fois 2 puissance 0, c'est-à-dire 1 plus 4, 5. Donc là, en gros, on avait ici, j'ai dit combien? Alors là, on avait 6 écrit, donc 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. En binaire, hein, j'entends. Donc ça fait 0, 0, 0, 0, 0, 1 pour 1, 0, 1, 0 pour 2, 0, 1, 1 pour 3, 1, 0, 0 pour 4, 1, 0, 1 pour 5, 1, 1, 0 pour 6, je dois l'oublier, 1 pour 7, pardon. Et puis, tout en haut, on a le pour 6, pardon, et pour 7 pour le 5 volts. Ça fait bien 8 écarts. En fait, c'est l'ordinateur qui décide. 0, 1, c'est juste, l'ordinateur ne peut pas comprendre. Par exemple, quand vous écrivez 4, votre ordinateur, vous appuyez sur Entrée. L'ordinateur 4, il comprend pas. Lui, c'est pas du français. Il comprend que des 0 et des 1. Ce qu'il va faire, votre ordinateur, c'est qu'il va dire 4, il va le décomposer. Il va dire en fait 4, numériquement, ça s'écrit 1, 0, 0. Pourquoi 1, 0, 0? Parce que 1, c'est 2 puissance 2. Ça, c'est 2 puissance 1. Et ça, c'est 2 puissance 0. Donc, c'est bien 2 puissance 2. 1 fois 2 puissance 2, donc ça fait 4.
plus 0 fois 2 puissance 1, 0, plus 0 fois 2 puissance 0, 0. Et donc vous voyez que là, c'est une technique, ce qu'on appelle la numérisation, enfin le binaire, qui permet d'écrire n'importe quel chiffre en une série de 0 et de 1. Mais on voit que, par exemple, pour écrire un chiffre très très grand, il faut beaucoup de 0 et de 1. Parce que rien que pour écrire 4, il faut déjà 3 zéros. 3 chiffres, pardon. Alors que pour écrire, par exemple, 255, il me faudra 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Il me faut 8 chiffres. Donc je vous laisse comprendre combien il faut de chiffres pour écrire un chiffre de l'ordre du milliard, par exemple. Extrêmement grand. Ok, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? En fait, ça représente. En fait, les 0 et les 1, ça représente rien. Je crois que vous n'avez pas. C'est pas clair dans votre tête. Votre ordinateur, il ne comprend que 0 et 1. Si un ordinateur, on lui dit affiche la valeur 1, 0, 1, 0, lui, il va dire OK. Il va envoyer ça dans l'ordinateur. L'ordinateur, il transmet cette information-là. Votre logiciel, il va calculer. Il va dire ça veut dire combien de fois j'ai 2 puissance 0. Ça veut dire combien de fois j'ai 2 puissance 1. Ça veut dire combien de fois j'ai 2 puissance 2. Et ça veut dire combien de fois j'ai 2 puissance 3. Donc l'ordinateur, il calcule. Il dit OK, 2 puissance 3, ça fait 8. Donc je rajoute 8. Plus, mais j'ai 0 fois 2 puissance 2, donc je le rajoute pas. Plus, j'ai 1 fois 2 puissance 1, donc je le rajoute. J'ai 0 fois 2 puissance 0, ça fait 0. Et donc l'ordinateur, il calcule, ça vaut 10, et votre écran affiche 10. Mais concrètement, ce qu'il y a dans votre disque dur, c'est ça. 1, 0, 1, 0. Et grâce au 1, 0, 1, 0, votre ordinateur, il sait que ça... Enfin, votre programme, votre calculatrice, elle affiche par exemple 10. Vous tapez 10 sur votre clavier d'ordinateur, il transforme ce 10 1, 0, 1, 0. Si vous tapez 232, il transformera ça en binaire, en série de 1, 0, 1, 0. Oui, de la droite vers la gauche. Alors, on vous demande, je pense pas, j'ai pas vu au programme, je crois pas qu'on vous demande de le faire, ce calcul-là. Non. Ah non. 0, 1, 0, 0, 1, 0. En fait, vous pouvez pas avoir le même chiffre 0, 1, 0 si on le met en numérique, ça fait 0 fois 1, c'est-à-dire 0, plus 1 fois 2, 2, plus 0 fois 4, 0. Donc ça fait bien 2 en binaire, en décimal. En décimal, ça vaut 2. Alors les chiffres impairs, ah bah si. Attends, je termine. Donc elle m'a dit, tu disais quoi, Prunelle? 1, 0, 0. 1, 0, 0, ça vaut 0 fois 1, donc 0. 0 fois 2, 0. Et 1 fois 2, 1 fois 4, pardon. Donc là, on a 4 en décimale. Si tu veux écrire des chiffres impairs, c'est pas compliqué. Par exemple, 0, 1, 1. En fait, le chiffre impair, il aura forcément un 1 ici. Que ce chiffre-là, c'est 2 puissance 0. Et 2 puissance 0, ça vaut 1. Donc là, ça va être 1 plus 2, 3. Si vous voulez, on peut écrire 1, 2, 3 en binaire. 1, 2, 3, 4. 1 en binaire, ça s'écrit 0, 0, 1. 2, ça s'écrit 0, 1, 0. 3, ça s'écrit 0, 1, 1. 4, ça s'écrit 1, 0, 0. Et comme ça, on peut écrire tous les chiffres de la Terre en binaire. Est-ce qu'on est bon? Bon, ça, c'est un petit peu... Bon, c'est pas limite programme, mais l'important, c'est qu'en fait, dans le programme, on peut vous demander de calculer quelle est l'occupation. Alors, ça dépend, en fait, de la quantification. Par exemple, là, dans l'exemple là... Attendez, je remets l'exemple, il est où? Dans l'exemple là, si je code sur 3 bits, effectivement, il y aura 3 chiffres. Donc, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, etc. Mais si on code sur 5 bits, il y aura 5 chiffres. Si je code sur un octet, c'est-à-dire 8 bits, il y aura 8 chiffres. Et souvent, avec, par exemple, je vous mets à Audacity. Audacity, lui, il code en 32 bits, c'est-à-dire 3201. C'est ça. En fait, le nombre de bits, c'est le nombre de chiffres que tu vas avoir. Et donc, plus tu vas utiliser un nombre de bits important, par exemple, dans mon cas, là, 32 bits, c'est-à-dire que je vais avoir 3201 possibilités. Donc, ça permet d'écrire un chiffre très grand. Et ce chiffre très grand, c'est le nombre de possibilités. D'accord? Alors, juste avant qu'on passe au calcul de la taille occupée, je vous ai mis ici un morceau de musique. Alors, dites-moi si vous entendez. Super chéri, super chéri, super chéri. Super chéri, super chéri, super chéri. Donc là, voilà. Donc là, c'est un morceau de bits. Donc là, je suis codé en 32 bits. Ok?
Et ensuite, c'est du M. Là en dessous, j'ai fait la même chose. Donc je suis toujours codé en 32 bits verticalement. Comment ça, on devine les emplacements? En fait, c'est pas un emplacement. Imaginons que là, je suis codé en 32 bits. Ça veut dire 32 bits, la maximum, ça fait un nombre, je sais pas, on va dire 16 millions de possibilités. C'est-à-dire que mon son, si je zoome verticalement sur ce son, il peut prendre 12 millions de possibilités verticalement. Alors, on le voit pas trop sur, sur Audacity, parce que ça marche moins bien. Mais globalement, 32 bits, ça fait... Oui, non, mais on s'en fout, c'est super chéri de M. Mais c'est pas ça le truc qui nous intéresse. En fait, quand on code sur 32 bits, c'est peut-être, je sais pas, 16 millions de possibilités. Et ben, ça veut dire qu'en fait, l'ordinateur, il va enregistrer 16 millions de niveaux différents verticalement. Chacun de ces niveaux sera codé par un 0, 1, 0, 0, 1, etc. Donc, par exemple, s'il veut coder, je sais pas moi, 2 500 000, 2 500 000, bah, il codera peut-être 1, 0, 1, 0, 0, 1, etc., etc. Et donc, il mettra ça dans un fichier. Donc, chaque point que vous avez verticalement correspond à une série de 0, 1, 0, 1 avec 32 0, 1, 0, 1, 0, 1. C'est-à-dire que l'ordinateur, pour recréer la musique, il va dire OK, donc premier, je vais prendre 32, 0, 1. Donc, il regarde les 32 premiers bits, il dit ça, c'est ma première valeur. Ensuite, hop, il passe à la valeur suivante. Il prend les 32 bits suivants, il lui donne un chiffre en numérique, et la deuxième valeur, etc., 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 etc. Je ne sais pas si c'est trop clair. Voilà. Donc ici, là, j'ai pris la version normale, c'est-à-dire en 32 bits. C'est possible, ouais. Ici, là, ce que j'ai fait en dessous, c'est que j'ai laissé les 32 bits, donc le nombre de possibilités verticalement est le même. Par contre, horizontalement, c'est-à-dire l'échantillonnage, j'ai pris un point, mais moins fréquemment. C'est-à-dire que là, au lieu de prendre un point tous les 44 millièmes de seconde, parce que là, en fait, il est codé à 44 000 Hz, c'est-à-dire qu'il prend un point, il prend 44 000 points par seconde, le logiciel. C'est pour ça qu'on voit le 44 000 Hz ici. Et bien, en fait, dans le cas en dessous, je vais juste prendre 1000 points par seconde. Alors, vous allez me dire, 1000 points par seconde, c'est grand. Et ben, en fait, écoutez la différence de son qu'on obtient lorsque, alors je vais mettre celui-là en muet, lorsqu'on passe en codage beaucoup moins bon. Donc là, on voit qu'on entend quasiment plus rien. On entend en fait que les graves quasiment. Que tous les petits écus ont disparu parce qu'en fait, on a échantillonné trop petit. Du coup, le son, il correspond pas du tout à la musique originale. Si vous regardez là le graphique, les points correspondent bien, mais vu qu'il y en a beaucoup moins, en fait, on a l'impression presque que c'est un truc sinusoïdal, alors ça y est pas. D'accord? Donc là, l'échantillonnage est très important. L'échantillonnage, il faut pas échantillonner. Donc, il faut être à la fois une grande valeur en termes de bits pour que ça représente bien la possibilité, les nombres de possibilités verticalement. Mais il faut aussi prendre une valeur assez grande horizontalement pour que ça ressemble à fond. Si ça ressemble pas trop, bah, le son il ressemble pas. Par exemple là, M, on a du mal à reconnaître. On reconnaît un petit peu, mais c'est léger. Alors que l'original, hein, pour info, alors je vous la remets. Oui, bah c'est bon, vous raconterez votre vie plus tard. Alors, donc je disais, on fait un résumé. Verticalement, il faut choisir la bonne quantification pour que ça ressemble au maximum. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la quantification, c'est-à-dire le nombre de possibilités verticales. Le nombre, ça se compte en bits. L'échantillonnage, c'est le nombre de points que je peux prendre par seconde. Donc là, ça se mesure en Hertz. Alors comment est-ce qu'on fait pour savoir en gros un truc qui ne soit pas trop dégueu? Et bien en fait, nous, votre oreille, vous l'avez vu en secondes, vous êtes capable d'entendre entre 20 Hz et 30 kHz. 20 kHz, pardon. Entre 20 Hz et 20 kHz, entre 20 et 20 000. Et ben on considère que pour avoir un échantillon pas trop crado, c'est-à-dire un truc qui marche bien, qu'on n'entend pas la différence, il faut prendre un échantillonnage de 44 000 Hz, c'est-à-dire en gros le double. En fait, on prend le double de ce qu'on entend au maximum, donc on dit au maximum c'est 20 000, donc le double c'est 40 000, et on prend une petite marge. Donc un échantillonnage de 44 000 Hz, comme on a fait dans Audacity là par exemple, c'est largement suffisant. On voit que le son il est parfait. Si j'échantillonnais à 88 000 Hz, ça ne changerait rien. Ça ferait quasiment pareil. D'accord? Par contre, quand on va descendre, effectivement,
on va avoir un son qui sera moins bon, mais qui prendra moins de place. Et c'est pareil pour la quantification verticale. Verticalement, la quantification, si je suis en 32 bits, il y a beaucoup de possibilités, donc c'est très précis. On voit les moindres petits pics, on les voit bien. Par contre, si je le fais en 16 bits ou en 3 bits, par exemple, on voit que là, le moindre petit truc, on le verra plus. D'accord? Si je reprends l'exemple là, on voit que ça ne suit plus du tout la courbe. Donc, il faut savoir jouer entre les deux. Et donc là, maintenant, ce que vous devez savoir faire cette année, vous, c'est calculer la quantité de place que ça occupe. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Imaginons qu'on ait un échantillonnage de 44 000 Hz. Donc, c'est-à-dire 44 000 Hz. D'accord? Et qu'on code sur 8 bits, par exemple. Et ben, chaque seconde, on va enregistrer un octet. Donc, 8 bits. Donc, on va compter en bits pour commencer. Donc, on enregistre 8 bits. Et chaque seconde, on en enregistre 44 000. Donc, chaque seconde, votre ordinateur va enregistrer, on peut calculer. On fait 44 kilooctets, mais bon. Donc, chaque seconde, votre ordinateur calcule 8 fois 44 000, soit 352 000 bits. Bits par seconde. Et donc, vu que nous, dans votre ordinateur, on ne compte pas en bits, on compte en octets. En octets, en fait, on divise par 8 pour l'avoir en octets. Ça fait donc bien 44 000 octets. Et donc, souvent, on compte en kilo-octets, donc ça fait 44 kilo-octets. Alors, vous allez me dire, bah ouais, c'est pas énorme. Les kilo-octets, pour rappel, vos disques durs, ils sont en gigaoctets. Votre téléphone, ils sont en gigaoctets. Sauf que là, 44 kilo-octets, c'est par seconde. Si vous multipliez par une musique qui dure 3 minutes, il faut faire x3 x 60. On arrive déjà à 780, donc à 7 920 000 octets. C'est-à-dire 7, en gros, en arrondissant, 7,9 MO. Une musique de 3 minutes. D'accord? Et on voit que ça commence à devenir important. Et si vous enregistrez une vidéo, de son, et ça c'est juste en 8 bits. Hein. Votre musique, vous, elle est en 16 bits, donc il faut encore multiplier par 2 souvent. Et en 32 bits, il faudra encore multiplier par 4. Donc si on code en 32 bits par exemple, imaginons qu'ici on soit en 32, ici ça sera 32, et donc on a un résultat 4 fois plus grand, donc en gros on aura un truc de l'ordre de environ, donc 8 fois 4, j'en suis où là, 16, 32 MO, pour une musique de 3 minutes. Et on voit que 32 MO pour une musique de 3 minutes, c'est beaucoup. Alors pourquoi? Parce que sur un CD, en fait, ça va être encodé. En fait, ça dépend le CD. Sur les vieux CD, sur un CD classique, c'est-à-dire un CD audio classique, pas un truc MP3, la musique, elle prend à peu près 30 MO. C'est pour ça que sur un CD, vous pouviez mettre à peu près, sur un CD de 700 MO, vous pouviez mettre à peu près 70 minutes de musique. Alors que maintenant, nous, on fait un encodage, c'est-à-dire qu'on va transformer ce son-là en MP3. Alors, comment ça marche un MP3? Ça, c'est pas votre programme, mais globalement, vous, déjà, on a dit qu'on entendait que les fréquences au-dessus de 20 000. En dessous de 20 000. Tout ce qui est au-dessus de 20 000, on l'entend pas. Donc déjà, le MP3, tout ce qui est au-dessus de 20 000, il l'enlève. D'accord? Comme ça, il économise de la place. Pareil, il va encoder, il va dire, bah tiens, tel son représente à tel son, etc. On va essayer de faire des mix de sons. Alors, c'est plus ou moins complexe selon les formats d'encodage. Mais globalement, il y a toujours une technique qui permet de gagner de l'espace. Mais là, nous, cette année, ce qu'on vous demandera juste de faire comme calcul, c'est le calcul de la quantité occupée par une musique, par exemple, sur un disque, mais sans encodage MP3, etc. Sur l'encodage classique, c'est-à-dire un truc brut. Alors, pour vous entraîner, je vais donner un petit exo. Et puis, ce sera tout ce qu'on aura à savoir pour cette année. Alors, imaginons qu'on ait encodé un son en 44 kHz. D'accord? On a encodé la musique là, qui dure à peu près 3,5 minutes. D'accord? Et on a encodé en 32 bits. Calculez-moi combien ça fait de bits. Combien ça fait de bits? Combien ça fait d'octets? Je vais y arriver. Combien ça fait d'octets? Ensuite, combien ça fait de kilo-octets? Alors, je vous rappelle, alors là, le truc, c'est que, en fait, un MO, c'est un kilo-octet ou un mégaoctet, c'est pas 1000. Pour aller de là à là, il faut diviser par 1024. Et pour aller de là à là, il faut encore une fois diviser par 1024. Pourquoi 1024? Parce qu'on est en puissance de 2.
Et pour passer des bits en octets, on divise par 8. D'accord? Donc je vais faire le calcul rapidement, il n'y en a pas pour longtemps, il y a juste un calcul à faire. Et donc on voit que si on échantillonne double, eh ben, ça prendra 2 fois plus de place. C'est pour ça il faut échantillonner trop fin, ça sert à rien, et surtout ça occupe de la place pour rien. On a qu'une réponse? Donc en bits, moi je trouve 0,16 MO. Alors on va déjà faire en bits doucement. On va y aller doucement, mais ça doit être ça, ouais. Donc en bits, on va l'obtenir donc 2, 9, 5, 6, 8, 0, 0, 0. Si je ne me trompe pas, il manque un 0. Ça c'est en bits. Donc pour le mettre en octet, je divise par 8. J'obtiens. Ah, je sais que dans les sujets, hein, pour avoir vu les sujets, bon, vous n'en aurez pas cette année, mais il peut vous demander ça, hein, de calculer en bits, puis en octet, puis en kilo-octet. Ensuite, on redivise pour le mettre par 1024 pour le mettre en kilo-octet. Donc, ça fait 36 093,75. Alors, en fait, kilo-octet. Et on divise encore par 1024 pour le mettre en MO. Et on trouve une musique qui fait à peu près 35,25 MO. D'accord? Donc, une musique, alors c'est ce qu'on appelle du wave. Alors, si vous trouvez 0,16 chaque seconde, il suffit de faire 0,16 fois 60 pour le mettre en minutes fois 3,5 et vous retrouvez normalement à peu près pareil. Vous avez dû faire un arrondi. Donc en gros, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'une musique en format non encodé, c'est-à-dire pas en MP3, durant un peu une musique moyenne de 3 minutes et demie, elle prend à peu près 30-35 MO. Et ce format non encodé, c'est ce qu'on appelle le format wave en informatique. Le format wave, c'est-à-dire que ça fait un format de vague. Non, c'est pas la même chose. Le WMA, c'est aussi encodé. Le WMA, c'est le MP3, mais par Windows. Wave, c'est brut. Alors maintenant, ils font des formats d'encodage où il n'y a quasiment pas de perte. Un format sans perte, ce qu'on appelle le FLAC. Par exemple, le FLAC, c'est un format d'encodage où il n'y a quasiment pas de perte. Là, ça prend moins de place que du Wave, mais ça prend plus de place qu'un MP3. Franchement, la différence entre un MP3 ou un Wave, un FLAC et un MP3, par exemple, c'est faut déjà être balèze, d'accord? Autre chose, quand vous écoutez de la musique, par exemple sur Spotify, on vous dit d'MP3, c'est marqué MP3. Vous pouvez choisir la qualité, ça peut être marqué 123 kilobits seconde. Vous pouvez choisir 128, 256, etc. En fait, si vous choisissez 256 kilobits par seconde, ça veut dire que votre MP3, il prendra plus de place chaque seconde, donc il y aura plus d'informations chaque seconde, donc le son sera meilleur. Alors moi, à l'oreille, faire la différence de 128 et de 256, j'ai du mal. Un copain qui a une bonne oreille qui voit la différence. Par contre, en dessous de 228, ça existe, hein, il y a du 64, etc. Là, clairement, ça devient vraiment crado. On entend vraiment la différence. Le son est beaucoup moins bon. En moyenne, là, je regarde sur Spotify. Je crois qu'on peut régler, il y a plusieurs réglages. Sur Spotify, si vous allez dans les réglages, vous devez avoir normalement, encore faut-il que je retrouve où c'est. Ils ont changé encore là-dessus. Ah, c'est où? Là-haut. Alors, on peut régler. Je sais pas si précise la qualité. Non, ils disent pas la taille. Ils disent pas la taille, mais il y a des fois, il y a des logiciels où on peut trouver la valeur d'encodage du niveau. Donc là, 256, c'est alors, il y en a même qui travaillent en 512. Il y en a qui travaillent en 512 kilobits par seconde. C'est vraiment le top, mais ça sert à rien. Non, c'est pas du son, c'est même pas de la musique, Jules, c'est de la, voilà. Hein, on va s'arrêter, on va pas parler de Jules, ça va. J'ai la chance de ne pas écouter sa crotte jusqu'à maintenant, mais je ne m'en porte que mieux. Ouais, c'est même pas du bruit, ouais, c'est, hein, je sais pas, je comprends pas. Je ne comprends pas votre génération. Bon, vous n'êtes pas tous comme ça, heureusement. Bon, bref, trêve de discussion qui ne servent à rien. Est-ce qu'il y a des questions?
J'espère pour toi. Est-ce que vous avez des questions sur l'encodage, etc. Donc vous voyez qu'en fait, voilà, au départ, on part d'un truc qui est comme ça. À la fin, on obtient en fait des 0 et des 1. Tout à la fin, etc. Pour y arriver, bah déjà, il faut qu'on prenne un certain nombre de points. Ça ressemble à peu près à la courbe. Et si j'échantillonne très bien, très souvent, j'ai un bon échantillonnage, une bonne quantification, je vais avoir un truc qui ressemble. Et si j'échantillonne une fois de temps en temps, bah, la quantification, elle n'est pas belle du tout. Donc ça ressemble pas du tout. Non, c'est pas grave en soi, prenez, c'est juste que voilà. En gros, essaie de respecter une dernière fois, mais si tu comprends pas, c'est pas trop grave. Depuis que tu es toute petite, on t'a appris à compter 1, 2, 3, 4, etc. Donc ça, c'est une façon de compter. L'ordinateur, il comprend pas 5. Lui, il comprend que 0 ou 1. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, OK, l'ordinateur, il va travailler, il va dire chaque chiffre, en fait, il va l'encoder en une série de 0 et de 1. Et par exemple, si l'ordinateur, il travaille avec des séries de 3 chiffres, ce qu'on appelle 3 bits, c'est-à-dire chaque chiffre peut être codé sur 3 bits. Donc il va dire le 1, il va le coder, ça s'écrit 0, 0, 1. Le 2, ça s'écrit 0, 1, 0. Le 3, ça s'écrit 0, 1, 1. Le 4, ça s'écrit 1, 0, 0. Le 5, ça s'écrit 1, 0, 1. Et donc l'ordinateur, lui, il va regarder tous les 3 chiffres, il va dire OK, je prends 3 chiffres. Tac, 3, 0, 1. Il dit ça vaut mon premier chiffre. Il le décode, il trouve. Validé, monsieur. Quoi? Deuxième chose, ici, l'ordinateur, il prend cette série de 3 chiffres, il va dire, OK, ça vaut 2. Non. Ici, ça vaut 3, etc. 4, ici, ça vaut 5. En fait, l'ordinateur ne comprend qu'une série de 0 et de 1, lui. Il comprend que ça. Votre disque dur, il n'y a que des 0 et des 1. Dans votre téléphone, il n'y a que des 0 et des 1. On continue. Non, mais j'ai pas regardé. Et du coup, l'ordinateur, en fait, en réalité, ne travaille pas sur 3 bits. Hein. Parce qu'ici, il travaille sur 3 bits, on voit que le plus gros chiffre qu'il pourrait écrire, c'est 7. C'est pas terrible pour un ordinateur, pouvoir travailler qu'avec un chiffre plus gros que 7. Votre ordinateur, par exemple, votre Windows, c'est un peu plus complexe que ça, mais pour résumer, votre Windows, c'est une version 64 bits. C'est-à-dire qu'il va pouvoir coder, chaque chiffre qu'il va lire, c'est des 0, des 0, des 0, des 1, mais avec 64 chiffres. Donc je vous laisse imaginer le chiffre que c'est grand. Alors les lettres, c'est pareil. Les lettres, en fait, il va faire ce qu'on appelle un code ASCII. C'est-à-dire que quand il va y avoir une série de chiffres qui va dire OK, ça veut dire que ça va être des lettres. Ensuite, l'ordinateur, il va dire le chiffre qui vaut, je sais pas moi, 256, c'est telle lettre. Alors, je sais pas si ça marchera là-dessus, mais si vous voulez le faire, vous tapez sur Twitter Alt 256. Et ça fait une lettre. Si vous tapez Alt 456, ça donne un autre chiffre. Alt 123, ça donne des trucs. Si vous tapez tous les chiffres possibles, il va vous donner tous les trucs possibles. Alors, je ne connais pas tous les codes ASCII, mais le code ASCII, il est lié en fait à chaque fois. Alors le code ASCII, si vous voulez, on peut aller voir. Hein. Alors ils écrivent en hexadécimal, mais voilà, en français. Voilà, pour chaque lettre, les cœurs, les trucs là, vous avez Alt 91, voilà, tous les chiffres possibles. Pour ça, Alt, ça veut dire qu'il faut que vous appuyez sur la touche Alt avant de le taper sur votre clavier pour avoir les lettres là. D'accord? Donc toutes les lettres, tous les caractères possibles s'écrivent en chiffres. Si vous regardez, ils s'écrivent en 256 possibilités, ils sont codés sur un octet. Donc un octet permet de ce qu'ils appellent un UTF-8, ça veut dire un octet. Donc un octet permet, donc par exemple si je fais Alt 1, il va me faire un bonhomme. D'accord? Si je fais Alt 3, il va me faire un cœur, etc. Vous aurez appris quelque chose du coup. En réalité, nous on va coder en hexadécimal. En hexadécimal, c'est autre chose, mais globalement voilà. On va pas rentrer non plus dans le détail, mais globalement oui, les lettres, tout ça, toutes les lettres, tous les chiffres, tout le son, tout ce que vous regardez, les vidéos, tout est codé en 0 et 1. Donc une vidéo, je vous laisse imaginer la taille que ça prend une vidéo, parce qu'il faut encoder à la fois la musique, le son, plus l'image. Et l'image, c'est-à-dire qu'il faut un octet, par exemple, ou plusieurs même souvent, pour chaque pixel de votre écran. Et votre ordinateur, il va lire chaque valeur, il va dire ok, le pixel là vaut telle valeur, il affiche telle couleur, le pixel là vaut telle valeur, il affiche telle couleur, etc. Et comme ça, il recrée toutes les images, et en simultané, il décode le son. C'est pour ça qu'un ordinateur, évidemment, c'est extrêmement puissant.
pour pouvoir lire de la vidéo. Si vous voulez lire un ordinateur qui lit par exemple un 1080p, c'est-à-dire qu'il est capable de décoder des millions de pixels en même temps que le son en simultané. Donc votre téléphone est capable de faire la même chose. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Bon, pas de questions. Je ne vois pas ta question, non, Anjuli. Je regarde. Non, je vois rien. À moins que tu l'aies mise là. Non, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Ah, Anjuli est parti. Alors, donc pour résumer, hein, le son, donc c'est une vibration de l'air. La vibration de l'air, elle arrive dans votre micro. Votre micro il vibre, il va créer un signal électrique. Ce signal électrique, il va être reçu par l'ordinateur. L'ordinateur, il va transformer ce signal électrique en le découpant verticalement et horizontalement. Donc, il va regarder tous les temps de temps et la valeur du point, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. Et il va regarder, cette valeur, il va l'enregistrer sur une valeur de tension. Cette valeur de tension ne peut prendre qu'un nombre de valeur qui est définie par ce qu'on appelle la quantification. Donc en bits, 2, 3, 4, 5, 6, 8 bits, 10 bits, 11 bits, etc. En réalité, on travaille très souvent en 16 bits ou en 32 bits. Ça suffit largement pour le son. Et pour l'image, c'est pareil. Donc ça, c'est pour la quantification. Donc ensuite, il prend un point tous les temps de temps. Ce point, il le transforme en octet, il le met dans un fichier. Il le met en bits, puis en octet, ça fait un fichier. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on arrive à encoder du son. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez qui est important, et surtout c'est un truc que vous avez du mal à croire, le numérique c'est pas mieux que l'analogique. Le numérique c'est juste plus pratique, parce qu'on peut le stocker de manière plus simple, on peut l'envoyer de manière plus simple, on peut le retranscrire de manière plus simple, de manière exactement identique. Si vous faites une copie d'un fichier son, on aura la même copie, mais clairement, c'est pas le mieux. Que si vous prenez par exemple un vinyle, les vieux vinyles, c'est les vieux disques qui tournaient, en fait on gravait dans la surface du disque en fonction du son. Et donc là, on pouvait graver une profondeur de sillon qui était exactement la même que la musique. Du coup, le son d'un vinyle est normalement meilleur qu'un son d'un disque, parce qu'il n'y a pas d'encodage, il y a une infinité de possibilités. Une infinité de possibilités de creux. Le problème dans un vinyle, c'est qu'il suffit qu'il y ait une petite poussière qui se mette là, et du coup, vous entendez des petits grésillements. C'est ça les petits grésillements qu'on entend. Mais globalement, si vous aviez un vinyle parfait, c'est pareil, ouais. Les mini, les 33 tours, les 45 tours, etc., c'est juste la vitesse de rotation. Mais c'est pareil. Donc, un vinyle, s'il y avait zéro poussière, eh ben, un vinyle, le son, il serait bien plus pur qu'un son de CD. Après, clairement, l'oreille, il faut déjà avoir vraiment une très très bonne oreille pour voir la différence. Un bon CD, un bon MP3 bien encodé, la différence, elle va pas s'entendre. Surtout, il faut avoir en fait derrière un haut-parleur, etc., quelque chose de correct. Qu'un haut-parleur, il va retranscrire ce que vous lui envoyez en signal électrique en musique. Il faut que le haut-parleur il soit de bonne qualité. Si vous avez un haut-parleur tout pourri, le son il est tout pourri. Et donc que vous ayez un vinyle ou un CD ou un MP3 ou un Wave ou je sais pas quoi, ça changera rien, le son sera pas terrible. D'accord? D'ailleurs, un bon haut-parleur, c'est un haut-parleur qui sera capable de retranscrire la musique de manière parfaite, la plus proche possible. D'accord? Et c'est ça qui vaut très cher, que vous avez un très bon haut-parleur. Est-ce que, Anjuli, t'es revenu? J'ai toujours pas vu ta question. Est-ce que t'es là, Anjuli? T'as l'air d'être là. Comment on fait pour discerner les musiques s'il y a plein de chiffres? Il y a des millions de combinaisons, parce qu'en fait, l'ordinateur, il va recevoir si, par exemple, ton MP3, ton fichier MP3, c'est une série de 0 et de 1. Ton MP3, c'est une série de 0 et de 1. En fait, ton MP3, c'est des milliards de 0 et de 1. L'ordinateur, il va dire OK. En fait, en réalité, ce qui va se passer. Alors, attends, faut que j'en prenne 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. L'ordinateur, il va découper ce truc-là en morceaux de 8. 4, 5, 6, 7, 8. En réalité, Julie, de toute façon, pire, tu regarderas la vidéo si tu veux. En réalité, l'ordinateur, oui, elles sont pas presque, elles sont infinies. En fait, au début, il y a plusieurs octets qui vont encoder, qui vont dire à l'ordinateur, OK, ça sera une musique, ça sera telle fréquence d'échantillonnage, ça sera telle quantification, etc. Donc ça, c'est codé sur les premiers octets, fichiers. Et ensuite, l'ordinateur, il faut qu'il regarde. Et donc, il sait que le première valeur, ça sera celle-là. Donc, il va transcoder ce truc-là en chiffres. Donc, je sais pas, moi, ça fait peut-être 132. Ensuite,
Il faudra que je fasse le calcul, mais j'ai pas envie de le faire. Ensuite, il va dire, OK, ce 132, il va le mettre sur un graphique, il va le représenter, il va dire 132, c'est ma première valeur, elle est là. Ici, ce truc-là, il va être plus petit, ça va peut-être être 64, 62. Donc, il va dire, OK, vu qu'il sait qu'il y aura entre les deux, je sais pas moi, 0,0001 seconde, ben, il va laisser passer 0,0001 seconde, il va mettre le deuxième point, donc 0, donc 64, etc. Et donc, à la fin, l'ordinateur, il peut recalculer comme ça. En fait, il y a pas de possibilité, il y a pas de limite, si vous voulez. Parce que vous allez pouvoir encoder un nombre infini de musique, parce que vous pouvez coder toutes les possibilités de musique, tous les temps de temps. Donc, il y a une infinité de possibilités. Donc, j'ai une infinité. Si on prend 3 minutes pour la même quantification et la même fréquence, ça fait des milliards de musiques possibles. D'accord? Mais si on veut faire de nouvelles musiques, il suffit d'augmenter la quantification, etc. Mais il y a des milliards de possibilités. D'accord? De toute façon, les musiciens, ils n'ont pas besoin de ça, hein. Si vous regardez par exemple Daft Punk, etc., les Daft Punk, on va dire, enfin, il y en a qui iraient faire des musiques avec deux, trois notes, quoi. Souvent, c'est les mêmes notes qui se répètent de manière différente. Mais si on regarde Jul, par exemple, il n'y a pas de musique, quoi. C'est de la merde. Voilà! Ok, des questions là-dessus? Ouais, bah tant pis. Tant pis si vous n'êtes pas d'accord. Non, je connais pas Nino non plus. Je suis trop vieux pour ces trucs-là. Non, il n'y a pas besoin de respect. Allez! Déjà, commence par écrire sans faute de faute d'orthographe et puis on en reparle. Et bref, donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Anjuli, tu regarderas la vidéo après, je vais la mettre sur YouTube de toute façon, comme ça tu pourras la regarder à tête reposée, sans problème de connexion. Je la mets sur YouTube tout de suite après. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur mon bureau numérique, etc. Mais pour les vacances, je vous donne pas de boulot. Je vous recontacte dès qu'on a des nouvelles en fonction du confinement, etc. Vous enlevez la note sur Pronote. Non, je la laisse, mais de toute façon, on ne comptera pas pour le bac. Au pire, je la mettrai coed 0. Parce que, voilà, si vous avez peur qu'elle compte, elle comptera pas, vous inquiétez pas. Et donc, du coup, voilà, pas de panique. Il n'y a pas de boulot pour les vacances, juste regardez quand même. Voilà, bonnes vacances à vous. Essayez de regarder quand même, essayez de comprendre un peu, regarder les vidéos. Et puis, je vous retiens au courant via mon bureau numérique si vous avez des questions, si on reprend, enfin bref, etc. Et donc, à la reprise, je sais pas comment ça se passera, on ne sait pas encore. En tout cas, voilà, on a fait tout ce qu'on avait à faire sur le programme, ça c'est fait. Voilà, bon, je vous souhaite de bonnes vacances à tous. Profitez bien du beau temps, évitez de sortir, faites attention à vous, protégez-vous bien. Même les jeunes peuvent être touchés, méfiez-vous. Et à bientôt.